Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur François Ier. Il s'agit d'un roi qui régna sur la France de 1515 à 1547. Il est le fils de Charles d'Angoulême et de Louise de Savoie. Il est né à Cognac en 1494. Le roi de France, Louis XII, n'avait eu que des filles. François Ier est le neveu de Louis XII et le premier homme dans l'ordre de succession. Pour renforcer cette légitimité, il épouse la fille du roi, Claude de France. Il devient alors roi de France à la mort de Louis XII, à l'âge de 20 ans. François Ier, un roi de la Renaissance et humaniste. François Ier, un protecteur des arts. Durant son règne, il va financer et faire venir à la cour de nombreux artistes. Il fait notamment venir Léonard de Vinci, Benvenuto Cellini et le prix Matisse. Il installe notamment Léonard de Vinci au château du Clos Lucé à Amboise, où ce dernier va mourir. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui la France possède l'un des tableaux les plus célèbres au monde, la Joconde, que François Ier rachète à l'artiste, comme le représente cette gravure. François Ier finance également des artistes français, comme Jean Clouet, avec ce fameux tableau le représentant comme homme de la Renaissance que nous avons déjà étudié dans une précédente vidéo. François Ier fait également venir et reçoit des tableaux des artistes les plus célèbres d'Italie, comme ici une représentation de la remise de la Grande Sainte de Raphaël à François Ier. François Ier est connu pour être un roi bâtisseur. Il va faire construire ou reconstruire de nombreux châteaux, comme l'explique Brantôme. Avant ce grand roi, les autres faisaient bien paraître leur cour en toute façon, mais jamais en telle somptuosité. Et il en a été le premier auteur, dont certains l'ont blâmé pour cette dépense. Et quel bâtiment et superbe édifice a-t-il fait construire? Quelle construction est celle de Fontainebleau, qui d'un désert qu'il était, a fait la plus belle maison de la chrétienté. Donc il est connu notamment pour avoir fait construire 3 châteaux, 3 résidences royales, Chambord, Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye. Ici, vous avez un exemple du château de Chambord. On remarque qu'il est très différent des châteaux du Moyen-Âge. Il ne possède pas de structure défensive, comme les remparts ou les douves. Ce château comporte 365 cheminées, 400 chambres, ce qui permet au roi de venir avec l'ensemble de son personnel et de la noblesse membre de sa cour. François Ier est également un roi protecteur des lettres. Il va protéger avec sa sœur de nombreux poètes français, comme Ronsard et Du Bellay. Féru de livres, il va constituer l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe. La majorité de ses ouvrages va pouvoir être conservée, notamment avec la Bibliothèque de France, qui va évoluer et continuer d'exister jusqu'à aujourd'hui sous le nom de BNF. À partir de 1537, tous les livres publiés en France vont devoir être déposés dans cette bibliothèque pour en garder une trace. Il va également créer en 1530 le Collège de France, qui va réunir les plus grands érudits, les plus grands savants de son époque. François Ier renforce le pouvoir du roi. Le pouvoir royal de François Ier. Voici un extrait du rapport de l'ambassadeur de Venise en 1546. Ce royaume, si grand, si peuplé, dépend uniquement de la volonté suprême du roi, qui est aimé et servi par son peuple et qui possède une autorité absolue. Le roi de France est prince par droit naturel, puisque cette forme de gouvernement dure dans ce pays depuis 1000 ans. Le roi est maître absolu, nul conseil, nul magistrat ne peut limiter son pouvoir. Nul prince, nul seigneur n'oserait lui résister, ainsi qu'il arrive en d'autres pays. Donc François Ier dispose d'un pouvoir dit absolu. Il gouverne seul, cependant il est accompagné des conseils pour prendre des décisions. Mais c'est à lui que revient le dernier mot. Durant le règne de François Ier, les conseils vont se spécialiser. En 1516, François Ier signe avec le pape le Concordat de Bologne. Ce concordat permet dorénavant au roi de désigner lui-même les abbés, évêques et archevêques de son royaume. Grâce à ce concordat,
François Ier renforce son pouvoir sur celui de l'Église. Il va également renforcer son pouvoir sur la noblesse. Prenons l'exemple de Charles III, Charles de Bourbon, qui est le cousin de François Ier. Il est connétable, donc chef de l'armée de France entre 1513 et 1523. Sa femme, Suzanne de Bourbon, est l'héritière du Bourbonnais. C'est la partie en rouge sur la carte. Quand cette dernière meurt sans enfant, la mère du roi va réclamer ses territoires. Il va s'ensuivre un procès qui va accorder les territoires de Suzanne de Bourbon à la mère du roi et donc au roi. Charles III, énervé contre son cousin et vexé, va quitter la France et proposer ses services au grand rival de François Ier, Charles Quint. Il renforce ainsi son pouvoir sur les grands du royaume. Cet exemple permet aussi de voir que François Ier va agrandir son royaume. On a déjà vu le cas du Bourbonnais, intégré à la mort de Suzanne de Bourbon. Il va également intégrer la Bretagne. En effet, sa femme, Claude de France, est la fille d'Anne de Bretagne, qui possédait ces territoires. Et donc François Ier, au cours de son règne, va intégrer la Bretagne et le Bourbonnais. Il va encore agrandir et renforcer le royaume de France. Quand François Ier accède au pouvoir, il va décider immédiatement de reprendre les guerres d'Italie. Les guerres d'Italie sont une suite d'expéditions militaires organisées par les rois de France entre 1494 et 1515. Quelques mois seulement après son sacre, François Ier mène une campagne en Italie dans le but de récupérer Naples et le duché de Milan, que les rois de France revendiquent comme héritage. Cela va amener une des batailles les plus célèbres et une date populaire chez la majorité des Français, 1515 Marignan. En effet, François Ier, le 13 et 14 septembre 1515, va affronter les troupes milanaises, composées en majorité de gardes suisses, à Marignan. La bataille se solde par une victoire française et le Milanais est intégré au royaume de France et Charles Quint, lui, obtient le royaume de Naples. Les guerres d'Italie vont permettre à la noblesse française de découvrir la Renaissance italienne. Les guerres d'Italie vont également permettre au roi d'asseoir son autorité sur la noblesse, car de nombreux nobles vont mourir durant ces guerres d'Italie, donc ne seront plus une menace, ou vont se ruiner lors de ces guerres. Ils n'auront donc plus les moyens d'être un danger pour le roi. Marignan marque aussi, d'un point de vue militaire, le début de l'utilisation efficace des canons sur le champ de bataille. La cavalerie perd encore de son importance. De grands souverains règnent sur l'Europe au XVe siècle. On a déjà évoqué cette année Soliman le Magnifique ou Charles Quint. On va évoquer ici la rivalité entre Charles Quint et François Ier. Cela démarre le 12 janvier 1519, quand Maximilien Ier de Habsbourg, empereur du Saint-Empire, meurt. Ce poste est disponible. Deux candidats, Charles Ier de Habsbourg, roi d'Espagne, et François Ier, roi de France. Les princes électeurs allemands vont désigner Charles Ier de Habsbourg, roi d'Espagne, qui va devenir Charles Quint. Charles Quint va notamment donner beaucoup d'argent aux princes électeurs pour se faire élire. François Ier est vexé de cette défaite. Surtout, comme on peut le voir sur la carte, les territoires des Habsbourg, en orange, entourent complètement le territoire du royaume de France en vert. François Ier se méfie énormément de Charles Quint et c'est le début d'une grande rivalité. Dans un premier temps, il va tenter de s'allier à Henri VIII d'Angleterre, mais c'est un échec. Il va donc s'allier aux Turcs musulmans avec Soliman le Magnifique. Il va également s'allier aux princes protestants allemands du Saint-Empire dans le but d'embêter le plus possible Charles Quint. En 1525, François Ier est battu à Pavie et emmené en captivité à Madrid. Il doit renoncer au duché de Milan, aux Flandres, et céder la Bourgogne à Charles Quint. Mais dès sa libération, il renie sa signature et reprend la guerre. Il faut attendre 1529 et le traité de Cambrai pour avoir la paix entre les deux empereurs. Charles Quint renonce à la Bourgogne, tandis que François Ier renonce au duché de Milan. François Ier est également connu pour avoir organisé l'état civil, grâce notamment à l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539.
Cette ordonnance a été rédigée par le chancelier, Guillaume Poyet. Elle va instituer, en premier lieu, l'état civil, en demandant au curé d'enregistrer dans un premier temps toutes les naissances, puis progressivement tous les mariages et tous les décès. À partir de cette ordonnance, le français devient la langue officielle de l'administration, car la France est une construction politique sans unité linguistique. Chaque région avait son langage, son patois. À partir de cette ordonnance, tous les papiers officiels seront en français. Cela va renforcer l'unité du royaume. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée